je profite pour vous dire un grand bonjour et bienvenue, bien sûr Isabelle, un bienvenue à toutes et à tous dans cette soirée de dialogue sur la pédagogie et l'éducation innovante. Moi, je suis Wana Junku et je travaille sur un domaine qui s'appelle l'agilité depuis très longtemps. J'aime me nommer un Agile Leadership DJ qui mixe toutes les pratiques pour rendre les individus et les équipes fiers de ce qu'ils font. Donc moi, j'interviens plutôt dans le monde de l'entreprise et en même temps, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'amener les principes d'agilité. Un Agile Leadership DJ qui mixe toutes les principes d'agilité dans le monde d'éducation, de transformer, d'amener de l'innovation sur le banc de l'école. Et pour ce soir, j'ai le grand plaisir, mais vraiment le grand plaisir, d'avoir comme invité Michelle Dressner, une ambassadrice fervente de l'innovation sur les bancs de l'école, qui en a œuvré depuis 2013, je crois, ou peut-être avant. Michelle, je vous laisse vous présenter plus, et qui est aussi une inspectrice de l'éducation nationale retraitée. Donc, Michelle, vous avez pu avoir la capacité d'amener des idées innovantes à l'école. Donc, Michel, je vous laisse tout d'abord compléter la présentation et dire ce que vous souhaitez dire de plus sur vous-même. Merci, Oana. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce temps d'échange qui est pour moi important pour le domaine de l'éducation, c'est-à-dire travailler ensemble autour de pratiques innovantes et autour de leadership. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ces échanges. Donc, brièvement, qui je suis? Je suis quelqu'un qui a travaillé à peu près 15 ans dans des classes comme enseignante, ensuite comme formatrice, et depuis 2001, j'ai passé le concours pour être inspectrice de l'éducation nationale. Et je tiens à souligner une date pour moi qui a été importante, c'est 2004. Alors, pourquoi je vous dis 2004? Parce que, en tant qu'inspectrice, à l'époque, quand j'étais en fonction, on avait une question nationale qui avait été posée par le ministère de l'époque. Et nous avions Claude Tello qui a organisé un grand débat qui s'appelait « Comment faire réussir tous les élèves ». Et il avait réuni tous les inspecteurs de France autour de cette question simple, mais compliquée en même temps. Comment faire réussir tous les élèves? Donc, pour moi, c'était une date importante parce que c'était la période où je commençais mon travail de cadre avec la volonté d'apporter du leadership dans la circonscription que je pilotais à l'époque. Donc, il s'agissait de dessiner l'école du futur à partir de cette question. Comment faire réussir tous les élèves? Et à travers cette question-là, nous avons réuni les équipes pédagogiques et nous avons réfléchi sur cette question, voir quelles sont les méthodes d'enseignement et d'apprentissage qui garantissent la qualité de la formation et la réussite de tous les élèves. Une question qui est toujours d'actualité. L'objectif et les enjeux, ça reste l'éducation pour faire réussir tout le monde. Et le leadership, on y vient, est justement essentiel pour trouver des solutions, pour trouver un relais entre les politiques publiques, cette question posée, et les pratiques éducatives, c'est-à-dire comment s'y prendre, quelle méthode utiliser,
comment engager les équipes autour de ces questions-là. Michel, je vous interromps un peu, il y a un bruit, un son qu'on entend quand vous parlez maintenant, donc je ne sais pas. Est-ce que vous l'entendez encore? Oui, je me demande si ce n'est pas votre casque. Oui, changez un peu votre Est-ce casque. que vous entendez mieux là? Si vous parliez un peu. Oui. Donc, à l'époque, nous avions entamé une discussion aussi à l'Institut national de recherche pédagogique sur la place du leadership et on a montré à l'époque que, et l'OCDE aussi, a montré que cette notion de direction autour des équipes était vraiment fondamentale avec une formulation d'objectifs et une recherche de résultats à atteindre. Merci Michel pour votre présentation. On voit votre passion d'aller dans le concret et répondre d'une façon concrète à une question qui est vraiment, vraiment très vaste. Et j'ai envie, parce que c'est le titre de nos dialogues et vous l'avez évoqué, dans tout ça, ça veut dire quoi le leadership pour la pédagogie? Alors, le leadership pédagogique, déjà, ça consiste à faire en sorte que tous les élèves aient accès à un enseignement de grande qualité et qu'ils fassent un apprentissage nécessaire pour parvenir aux résultats visés par les programmes. Donc, ça suppose d'avoir des équipes qui mènent des approches concentrées sur l'efficacité de l'enseignement. Les enseignants doivent savoir comment agir en classe, savoir comment mettre en œuvre les pratiques de l'enseignement, assurer la progressivité, comment créer les conditions pour que les élèves apprennent et comment évaluer les actions, comment faire en sorte que les enseignants soient efficaces et performants. Comment faire pour que les élèves progressent? Et par rapport à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que on a remarqué que le leadership est essentiel pour l'efficacité des systèmes de l'éducation. Et on peut se reposer, faire référence à une recherche qui a été menée en 2009 à l'époque. Ils ont cherché, c'est Robinson et son équipe qui avaient cherché quels sont les dispositifs, les actions de leadership qui sont les plus efficaces. Et ils ont remarqué que les actions du leadership qui visent à développer le développement professionnel des enseignants était le plus efficace. Donc, le levier majeur pour faire progresser les équipes, c'est de travailler sur le développement professionnel des enseignants pour les former et pour les accompagner. Et les accompagner, les former dans quelle direction? Alors justement, dans quelle direction? Il faut une problématique d'évaluation des pratiques et voir là où il y a des difficultés. Alors, les uns ont peut-être des difficultés sur la gestion des apprentissages, d'autres ont peut-être d'autres difficultés. Donc, il faut trouver le dénominateur commun et aussi les individualités des actions à mener pour que chaque enseignant puisse s'y retrouver. Et on va voir justement que la pédagogie dite agile, je souris parce que le mot agile n'apparaît pas dans la pédagogie. On n'a pas un titre ou un paragraphe qui nous dit « mais allez, vous allez faire une pédagogie agile ». Donc, quand j'ai préparé mon intervention, j'ai pris la loupe et je me suis dit « mais la pédagogie agile, mais qu'est-ce que c'est ?» Et est-ce que l'enseignement peut prendre en compte une pédagogie agile? Donc, ce que j'ai fait, alors je suis désolée, j'ai fait un travail de novice et j'ai cherché l'agilité, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être agile? Donc,
j'ai regardé, mais les personnes qui nous écoutent le savent sans doute, puisqu'il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise et personnes qui travaillent dans divers domaines. J'ai découvert que les approches agiles, ce sont des approches en fait qu'on trouve dans les services DSI et dans tous les services de développement informatique. Il s'agit de trouver les meilleures solutions au plus près des besoins pour que le client, celui qui demande une solution, une production, soit content, soit dans la qualité de l'attente du client. Il faut trouver la meilleure solution. Et comment Et j'ai remarqué que dans le manifeste Agile, il y avait des mots qui apparaissaient comme Scrum, l'agilité repose sur le Scrum. Et là, ça a percuté. Je me suis dit que le Scrum qui tire son nom du rugby, le Scrum, c'est la mêlée. Ça consiste à faire en sorte de réunir l'équipe qui cherche ensemble une solution autour d'un projet, trouver une dynamique de participation, trouver une conduite du projet pour garantir la qualité du produit recherché, le produit qui doit être finalement livré. Pour l'éducation, on n'aura pas de livrable, on ne va pas fabriquer un objet, on ne va pas fabriquer un logiciel. Par contre, on va vouloir avoir des effets sur la gestion des apprentissages. Et on pourrait faire le parallélisme entre le Scrum, ce fameux mot qui signifie mêler et qui a été utilisé par Takeuchi et Nonaka. Quand ils ont voulu travailler pour Toyota, ils ont voulu trouver des démarches efficaces. Et ils appellent ça donc le Scrum, comme pour le rugby à 15, c'est-à-dire on se refile la balle, on cherche ensemble et on oriente le projet au fur et à mesure de sa progression, comme un ballon de rugby. Et Michel, parce que vous avez parlé de que ça vous a, ça a résonné avec vous, l'idée de l'équipe et de faire une mêlée pour avoir un résultat. Comment, pour vous, quels pourraient être les principes d'une pédagogie agile? Alors, je pense qu'en fait, la plupart des enseignants qui s'investissent pratiquent des pédagogies agiles sans forcément le savoir. Alors, dites-nous plus. Je pense que l'agilité, la spécificité de l'agilité, c'est d'avoir l'application et la participation active des gens qui cherchent tout au long du projet. Ça, c'est déjà une chose. C'est aussi une recherche qui ne part pas dans l'air. C'est une approche empirique basée sur de l'expérience. Dynamique participative. Et il faut être pragmatique. Pragmatique, c'est-à-dire on avance au fur et à mesure et on est à la fin des projets où tout est précuit à l'avance et on évite les séquences qui sont trop linéaires ou trop séquentielles. On est dans l'ordre de la créativité et de l'ajustement progressif du projet. Alors, pour l'enseignement, je pense qu'il y a des méthodes agiles qui peuvent apparaître dans les classes quand il s'agit de mettre, par exemple, les élèves par groupe pour trouver des solutions en mathématiques dans diverses disciplines. On a ce processus qui se met en place dans lequel les élèves sont dans une espèce de cordée et on les accompagne et on les fait travailler ensemble et on les fait creuser ensemble autour de problématiques. On est dans la pédagogie de groupe, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode transmissif traditionnel, mais on est là dans quelque chose qui est
à construire. C'est-à-dire que, en fait, il ne s'agit pas d'apporter du précuit aux élèves. Il ne s'agit pas d'apporter des choses déjà élaborées, mais il s'agit de construire avec les élèves des notions ou aussi des projets. Et derrière cette pédagogie agile, j'ai envie de parler de Madame Britt-Marie Barth, qui est chercheuse en Belgique, qui a travaillé sur ce livre « Le savoir en construction ». Et là, derrière, dans ce livre qui est théorique et pratique, vous avez de la pédagogie agile. C'est-à-dire qu'il faut déjà rendre le savoir assimilable et il faut que les élèves, ensemble, puissent construire, élaborer de la connaissance. Regarder ce qu'on a fait et comprendre comment on apprend. Et aussi préparer le transfert des connaissances. Britt-Marie Barth nous donne des exemples sur l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, ce n'est pas un petit pois, ce n'est pas une boîte de petits pois, c'est quelque chose d'abstrait. Et l'école, elle est là pour apprendre à abstraire et à construire des notions, que ce soit l'adjectif qualificatif, que ce soit le parallélépipède. On a des mots abstraits à construire. Et cette construction, elle se fait ensemble dans la manipulation, dans les échanges, à travers le langage, à travers un contenu à construire. On ne définit pas comme ça au début ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Par contre, on prend du temps, on prend des séquences, hein, des sprints, on prend du temps pour construire et élaborer du savoir. Donc, cette personne-là, elle nous donne des éléments clés, je dirais, pour une pédagogie agile. Ensuite, nous avons aussi des personnes qui ont vraiment œuvré dans le sens d'une pédagogie agile. C'est des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont marquée. Parce que, alors, ces personnes-là, ce sont des noms un peu, comment dire, c'est Karl Breiter et Marlène Skar-Damalia. Ces deux personnes-là ont travaillé sur le principe de la construction des connaissances. C'est-à-dire qu'une idée, si elle doit être accessible, il faut qu'elle soit accessible pour qu'elle soit étudiée, analysée, approfondie et partagée. Et l'idée, elle se construit en se frottant aux autres. C'est-à-dire que l'idée, on a besoin des autres pour construire la connaissance. Et ça apparaît dans leur livre et dans leur prototype de dispositif. C'est-à-dire qu'une idée soumise comporte toujours un questionnement, une analyse, une réflexion, une interprétation. Et il faut du temps pour confronter les idées. Et il faut un balisage de tous les éléments pour que ça devienne un savoir construit ensemble. Un temps pour rédiger, un temps pour construire. Et ça, à mon avis, c'est vraiment important de le répéter. Construire et rédiger ce qu'on a construit. La phase de production, elle est pour moi importante. Et je dirais que ces deux chercheurs ont eu l'originalité de trouver des dispositifs pour voir cette connaissance en construction. Michel, parce qu'on peut zapper, on peut faire produire des choses aux élèves. Je voudrais qu'on s'arrête sur des notions qui me semblent très importantes que vous venez de dire sur la construction de savoir, de l'expérimentation, et je voudrais qu'on pose ça plus, parce que c'est aussi dans le sens de l'agilité, ce que ça veut dire que construire des notions ou s'approprier des notions abstraites veut dire de co-construire le savoir ensemble
élèves et enseignants. Est-ce que Oui, c'est ça? Oui. c'est entre élèves, enseignants et aussi entre élèves. Mhm. Et je pense que là où ils ont été très forts, et là où ils sont porteurs, et ils le sont toujours, parce que le dispositif que je présente là de Carbureiter et Scardamalia est utilisé au Canada pour les écoles éloignées en réseau. Mhm. Ils construisent la connaissance dans l'unité classe, mais aussi entre écoles. Et ces deux chercheurs qui habitent, enfin qui sont dans l'Ontario et qui ont mis en place l'Institut pour l'innovation et la pédagogie dans l'Ontario, ils ont inventé aussi un développement informatique pour qu'on puisse voir cette connaissance en construction. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément logiciel? Ils ont inventé ce qu'ils appellent le Knowledge Forum, le KB. Mhm. Le KB, c'est, on va dire, un espace, un environnement qui va permettre aux classes, aux élèves, de se confronter aux autres, mais pas de faire un simple verbiage, parce qu'on peut discuter, hein. Mais après, c'est construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rédiger, et c'est voir ce qu'on a appris et voir la construction de la connaissance. Et pour ça, le Knowledge Forum s'appuie sur une carte mentale. Au fur et à mesure que la construction s'élabore à distance, parce que c'est un logiciel à distance, il a l'avantage de voir les réponses de chacun dans une carte, et ils ont une façon de procéder pour conceptualiser les notions. Ils ont une possibilité avec des jeux de couleurs, par les jeux de résumé, par l'authentification de chacun. Qui a produit quoi? Pourquoi est-ce que cet élève a écrit ça? Donc, c'est une façon de garder les traces. Je pense que l'agilité, si c'est du zapping et que ça s'envole, c'est perdu. Il faut aussi trouver les moyens pour visualiser et mémoriser, et que chacun puisse à un moment donné s'y retrouver. Comment est-ce que moi j'ai compris et comment a compris l'autre? Et ça me paraît très porteur parce qu'on est aussi dans un schéma de métacognition, c'est-à-dire on voit comment on fait pour apprendre et comment font aussi les autres. Ce que vous dites, ça me paraît très, très précieux. J'aurais sur cette idée que vous avez sur de la construction du savoir. Et ce que vous dites, vous me dites si j'ai bien compris, c'est la construction du savoir est aussi visible par ce Oui, résultat commun où on oui, se peut confronter à ce que chacun des élèves a compris et on le voit ensemble. Et je me demandais quand vous parliez de cette approche qui me semble à moi très, très inspirante, à quel point ça pourrait remplacer les notes, cette construction, vous dites les notes, la prise de notes ou les notes pour les notes, l'évaluation? l'évaluation en fait, pardon, l'évaluation. Alors, je pense qu'une trace Mm, de ce qu'on a produit à un moment donné, même en maternelle, mm, ça peut être révélateur d'une réussite, hein. Euh, on peut même appeler ça un chef-d'œuvre. À l'école maternelle, je me souviens, près d'Orléans, on a des élèves de maternelle qui étaient dans ce processus. Ils prenaient une photo de leur chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'était j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Et pour marquer le coup, c'était pas de dire bah, tu as 10 sur 10, mais c'est de mettre en valeur une production. mm. Une production, ça veut dire j'ai réussi à faire ça. Et c'est aussi porteur, c'est une évaluation, auto-évaluation, parce que c'est l'élève après qui coche et qui dit j'ai réussi à faire ça. Et c'est pas le maître qui va donner une note comme ça
d'une façon individuelle par le maître. Donc, on est dans un processus d'évaluation et dans l'évaluation formative, c'est-à-dire que l'élève, il est dans un processus d'apprentissage, dans un cheminement. Il sait qu'il y a un enseignant qui est là pour l'aider, il sait qu'il y a aussi les pairs, les camarades qui peuvent aussi aider. Parce que dans ce processus-là, ce qui est intéressant, c'est la confrontation avec les élèves qui peuvent analyser, critiquer. Et s'il y a une erreur, ça aussi c'est important. L'erreur est importante. Astolfi, le chercheur Astolfi, nous montre à quel point se tromper, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et je pense que dans la pédagogie agile, c'est aussi le respect de l'erreur. L'erreur est là pour apprendre, elle n'est pas là pour donner une mauvaise note. L'erreur, c'est le processus d'apprentissage et il faut la respecter. Je dirais même qu'il faut rebondir dessus. Quand on est dans le Scrum, je prends exprès le mot Scrum pour être dans l'agilité, on prend en compte la vision partagée de chacun. Et si quelqu'un se trompe ou a une autre idée, ben, on confronte. Et c'est dans l'interaction que se produisent les apprentissages. Ce n'est pas en étant passif en face d'un tableau sur lequel on recopie une leçon. Donc, on est en plein dans cette idée qu'il faut construire, négocier et mémoriser, c'est-à-dire il ne faut pas que ce qu'on a appris s'envole parce que les apprentissages se construisent dans le temps. L'adjectif qualificatif, par exemple, il ne se construit pas en 2 clics, en une séance. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Donc, l'idée aussi de cette agilité, c'est de faire en sorte que cette construction s'étale dans le temps, qu'elle soit soumise aux autres, qu'elle soit visible, c'est-à-dire on garde les chefs-d'œuvre, on garde les réussites, et il faut ce temps de travail collectif, de confrontation. Et Carbureiter et Scardamalia, ils ont mis en place des projets internationaux. C'est-à-dire que ce Scrum, ce n'est pas seulement 2-3 classes au Québec, c'est déjà tout le Canada du Nord. Les écoles éloignées en réseau travaillent sur ce concept-là. Et à l'époque, quand j'y étais, ils avaient mis en place des projets avec Hong Kong, ils étaient en plein avec l'Asie, ils étaient avec l'Espagne. Et pour ces 2 chercheurs, toutes ces idées, ces projets qui sont réseautés sont aussi exploitables dans d'autres contextes d'apprentissage, exportables. Pour eux, c'est important d'avoir cette possibilité d'internationaliser la pédagogie. Et je pense d'ailleurs là au coronavirus, c'est une parenthèse, hein. C'est aussi à peu près ça qui manque, c'est-à-dire que l'agilité pour découvrir à l'heure actuelle le coronavirus, tout ce qu'on sait à un moment donné dans chaque pays, c'est aussi, on va dire, une pédagogie agile qui doit être derrière. Donc, on voit bien que Scardamalia, pour moi, ce sont vraiment des prophètes parce qu'ils ont mis en place non seulement les procédures, ils ont mis les outils, ils ont mis en place les projets et ils ont mis l'évaluation des projets. L'école éloignée en réseau au Canada a fait l'objet d'évaluation, une recherche qui a montré les effets positifs de cette pédagogie. Donc, alors bien sûr, ils n'ont pas dit que c'était une pédagogie. Quels sont ces effets positifs? Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a parlé beaucoup, le respect de l'erreur. Oui. Et je me demandais aussi, parce que vous parlez de l'évaluation, ils ont mis en place un système d'évaluation, je me demande aussi comment on peut valoriser cette erreur, le respect de l'erreur, et comment ça s'intègre dans ce système différent d'évaluation Alors, l'évaluation formative, pour moi, elle est essentielle pour un élève.
La note, elle peut être pratique pour les parents parce que souvent, ils sont demandeurs d'avoir des notes. Mais ce qui apporte, c'est l'élève, ce qu'il apprend, son cheminement et qu'ils connaissent tout ce qu'il a réussi et tout le chemin qui lui reste à faire. Et cette évaluation formative, pour moi, elle est capitale parce que déjà, ça lui donne confiance par rapport aux réussites et par rapport aux erreurs. Je vais trouver des procédures pour sortir de l'erreur et pour essayer de comprendre. Et c'est là où l'enseignant a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on montre l'erreur, on travaille dessus. L'erreur devient objet de travail. Et ça peut être l'enseignant qui peut réagir, mais ça peut être aussi un collègue, un père, enfin, ça peut être un élève. Et je pense que Albert Bandura, c'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup en pédagogie agile. Parce que Albert Bandura, il dit, moi, je peux aussi apprendre quand je vois faire l'autre dans l'action. On peut, à un moment donné, montrer les productions d'élèves. Et Albert Bandura nous dit que on peut apprendre à travers des exemples, à travers l'autre. Et c'est vrai que même les adultes, quand on regarde quelqu'un faire, on peut aussi apprendre. Donc, la prise en compte de l'erreur, pour moi, elle est capitale. Il faut rebondir là-dessus. Et pour faire réussir tous les élèves, vous vous souvenez de la première question? Là, on est au cœur de la problématique. Pour faire réussir les élèves, c'est tu t'es trompé, on va essayer de comprendre pourquoi tu t'es trompé, comprendre l'erreur, d'où elle vient. Alors, si le sujet vous intéresse, Astolfi nous donne différentes catégories de types d'erreurs. C'est parce qu'il n'a pas compris la consigne ou c'est parce que… enfin bref, il donne des attributs au type d'erreur. Et ça, à mon avis, dans le contexte de classe, ça me paraît capital. C'est vraiment, vraiment passionnant de changer ce regard sur l'erreur, sur la co-construction même du cours quelque part, parce que Oui, c'est ce que j'entends dans le forum, Knowledge Forum. Finalement, ce sont les élèves avec le guide de l'enseignant, bien sûr, qui créent le cours, le contenu. Et la question que je voulais vous poser, comment ça est en France? alors Comment en ça se France, fait en France? dans les pratiques pédagogiques, on insiste sur la gestion des apprentissages, sur la prise en compte de l'erreur, le fait de produire de la connaissance ensemble. On a des formations pour les enseignants, pour qu'ils aient les éléments pour comprendre le processus, pour accompagner les élèves. Mais pour être sincère, on n'a jamais dit que c'était une pédagogie agile. Donc aujourd'hui, j'ai bien compris le principe des apports de la pédagogie agile. Je crois qu'il faut être pragmatique, il faut aider, accompagner, en sachant pourquoi on fait les choses, se donner les moyens pour agir ensemble avec efficacité. Et la formation continue à distance, elle est là pour mettre en place une pédagogie efficace. On va dire agile, puisque c'est notre thématique. La formation continue, elle est là pour aider les enseignants et pour apporter un plus, les aider, les accompagner. Et là, nous avons différentes formes de formation continue pour mettre en place une pédagogie efficace, agile. On peut avoir des communautés de pratique qui se mettent en place sur des thématiques, on travaille ensemble. Ça peut être des formations hybrides, en présentiel ou à distance. Mais ce qui me paraît important, c'est de les ancrer sur des problématiques de terrain et dans l'action. Faire un cours aseptisé à des enseignants sur des thématiques qui ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas au cœur de la problématique, ça va être moins porteur. Il faut, à mon avis, partir
on va dire, de la terre glaise du terrain autour de problématiques à résoudre et à partir de là, construire, on va dire, une unité de formation qui parle et qui permet de résoudre des problèmes. Parce que l'enseignant, quand il prépare sa classe tous les jours, il doit résoudre des problèmes. Donc, on n'est pas là pour inventer un produit, mais enseigner, c'est être scénariste, trouver le bon scénario, résoudre des problèmes, trouver la bonne ressource, savoir comment je vais m'y prendre pour construire une telle séance. Qu'est-ce que je vais prendre comme terre glaise, comme matière, comme ressource pédagogique? Quand un enseignant ne connaît pas toutes les ressources, le choix du possible, parce que la formation, c'est aussi montrer ce qu'on pourrait faire. Ce n'est pas seulement un outil, ça peut être une panoplie d'outils. Et ce qui me paraît porteur, c'est de laisser le choix à l'enseignant de tirer parti du meilleur outil. Ça veut dire que l'enseignant, il faut qu'il connaisse déjà une panoplie d'outils. Et aujourd'hui, parce que je voudrais aussi laisser le temps pour les participants de poser des questions, tout ça est passionnant, Michel. Tout ce que vous venez de dire, le fait de créer des communautés de pratique entre enseignants sur des sujets concrets, amener dans la programme, concrètement, parlons concrètement, dans la programme de l'école sur l'adjectif qualificatif, un mode de fonctionnement agile du cours, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce qu'on dit tellement l'éducation nationale, c'est un monolithe énorme, jamais on pourra faire autrement. Qu'est-ce que, à votre avis, il faut faire pour amener les pratiques de l'école d'Ontario dans au sixième? Il faut, à mon avis, trouver déjà des formats de formation et créer des unités de formation porteuses de sens sur des thématiques ou sur des questions vives qui concernent les équipes pédagogiques. Je pense qu'un mot qui me paraît important, c'est varier les formats. Hein, une formation, ce n'est pas seulement un cours et puis on s'en va, ciao, terminé, c'est terminé. Je pense que la formation, le schéma, c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée, c'est-à-dire on se trouve ensemble pour construire, mais avec ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on en a fait après ce moment-là? Ça veut dire qu'après cette formation où on est ensemble, il faut prévoir le temps de l'après. Et ce temps de l'après, c'est de nouveau un sprint où on est de nouveau ensemble et on regarde. On peut mettre un chercheur sur la question, on peut analyser et réfléchir. La réflexivité, je pense qu'un mot qui est pour moi un dénominateur commun, c'est de former des enseignants, des praticiens réflexifs. Qu'est-ce qu'on a fait? Et finalement, est-ce que je suis efficace? Comment je sais que l'élève a appris? Et par rapport à ce que j'ai fait, comment je pourrais m'améliorer? Parce que la réflexivité, c'est pas seulement pour s'auto-détruire, c'est pour se dire ça, j'ai réussi, mais peut-être que j'aurais pu faire mieux ou faire en sorte que on ait un projet en continu. Enseigner, c'est vraiment de la formation continue tout au long de la vie. Hein, c'est tout au long de la carrière. Et puis, je dirais qu'il faut une organisation apprenante, c'est-à-dire qu'on peut apprendre ensemble dans des unités de formation en créant de l'intelligence collective autour de questions avec un horizon d'attente. Qu'est-ce qu'on attend ensemble? Comment est-ce qu'on s'y prend? Avec quels outils? Et c'est là où l'institution doit trouver son positionnement. Parce que si on veut une organisation apprenante, c'est-à-dire on apprend ensemble à travers ces moments de sprint et des scrums, ces moments-là, il faut trouver les environnements adéquats et les situations. Donc l'environnement, ça peut être des parcours qu'on crée ensemble
et laisser une part de confiance aux enseignants. Et la hiérarchie, parce que comme on est dans un système hiérarchisé, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la pyramide hiérarchique avec les strates, qui est faite uniquement de décideurs, des transmetteurs, des contrôleurs, des exécutants, elle aura été l'outil spécifique de l'arrière-ère industrielle. Maintenant, c'est passé. Maintenant, la pyramide, elle commence à ne plus être là uniquement, mais on a le réseau qui jouit maintenant d'une géométrie variable. La pyramide, elle est figée, mais le réseau, il est là pour donner vie. Et je crois que par rapport au problème de l'éducation, il faut trouver l'équilibre entre le cadre qu'on veut fixer, le travail qu'on veut mener, les priorités, les objectifs, l'ordre. Et derrière tout ça, on a un réseau qui assure la vie. Et je pense que ce qui donne de la vie, c'est payeur. Et c'est pour ça que la pédagogie agile, c'est la pédagogie de la vie. Et même si elle est cadrée, mais elle est porteuse de sens. Et je pense qu'elle a un bon avenir devant elle. Merci, merci beaucoup Michel. C'est sur ces mots de la pédagogie de la agile, qui est la pédagogie de la vie et l'amélioration en continu. Tous les agilistes connaissent cette idée de s'améliorer en continu. Je souhaite donner la main aux participants pour te poser des questions sur tout ce que tu nous as apporté et ce qui est très, très précieux. Il y avait une question déjà dans le chat il y a un moment. Donc, je ne sais pas si tu veux te mettre en avant et répondre. Je ne sais pas s'il est encore là. Moi, je ne vois pas les questions. Hein. Non, non, il y avait une seule question, mais je ne sais pas s'il est encore là. Donc, si c'était Atran, pas s'il est encore là, ou pour poser cette question, venir la poser à l'oral. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez Moi, je pas. trouve, c'est Idriss, merci pour cette présentation et c'est excellent que la pédagogie devient agile. Au fait, je pense, on est tous d'accord, les agilistes, il faut commencer l'agilité très, très jeune pour que les jeunes, pour qu'on parle de mindset agile et cette compréhension de collective, intelligence collective, ça s'apprend dès la maternelle et c'est excellent. Mm. Moi, je pense sincèrement qu'on est tous innés agiles. On est né agile, mais c'est le système qui nous formate à devenir ce qu'on est. Je sais, Wana, tu es d'accord? Oui, ah oui. Parce qu'on est tous nés, un bébé, il est né dans la bienveillance, dans c'est pas grave, t'es tombé, relève-toi, hop, c'est de l'apprentissage, donc c'est de l'agilité innée. Alors, vous voyez ce livre-là? Oui. Ah bah, Britt Marie Barthes, elle parle, même quand on apprend à marcher, ce que vous dites là, ah ben, elle le précise aussi. Hein, l'apprentissage, c'est essai-erreur. Hein. Quand est-ce que je sais que, par exemple, c'est un camion, et quand est-ce que je sais que ça, c'est une voiture? C'est par essai-erreur au début pour le langage. En fait, c'est pourquoi je pense et je suis convaincu suite à mon expérience, et Oana, elle va me dire, peut-être elle va se rejoindre à mon avis. Je dis, c'est un enfant, il est né dans cette bienveillance, donc il est inné agile. Il est inné, il s'adapte, il apprend vite. Donc nous, on est là pour le sécuriser, si ça apporter de la sécurité et le laisser faire sans le jugement, sans le juger, sans le punir. D'où l'apprentissage, c'est très bien qu'on se trompe et c'est excellent qu'on se trompe. Mm. C'est une chance de se tromper parce que c'est avec ça qu'on sait, qu'on sait qu'il y a mieux à faire. Mais oui. Et vous avez totalement raison, parce que Britt Marie Barthes, quand elle prend l'exemple
elle dit, je vais vous apprendre ce que c'est que le Waze. Oui. Personne ne sait ce que c'est que le Waze, mais elle le fait exprès dans son livre parce qu'elle veut montrer, j'apprends ce que c'est que le Waze. Ouais, c'est excellent. Et alors, elle donne des exemples. Oui, ça, c'est un Waze. Et dans son livre, elle donne des exemples. Ça, c'est pas un Waze. Ça veut dire que progressivement, le sens du Waze, il se construit progressivement par essai et erreur. On a le droit de se tromper. Et ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il y a là-dedans. Merci Idriss. Est-ce que tu avais une autre question ou tu voulais juste faire cet apport? Non, je voulais avoir son avis sur, Michel, ton avis sur l'implication des. Il y a l'élève, il y a l'enseignant, il y a aussi les autres contributeurs comme vous, l'inspecteur, le directeur, le surveillant, qui Oui, peut être là à aider cette implication de leadership agile tournant, qui peut être tournant pour les enfants. oui. Je pense que les inspecteurs, ils ont un rôle important pour créer les conditions pour que les équipes se retrouvent. C'est-à-dire, le cadrage, il se fait d'une façon concertée, mais il faut que les enseignants sachent pourquoi ils font les choses. C'est-à-dire, ils ont besoin d'avoir du sens. Et les cadres, d'une façon générale, ils doivent accompagner les équipes, hein, accompagner sous différentes formes. Ça peut être soit regroupé pour visiter des classes, observer des séquences. Au Japon, ils font des lesson studies, c'est-à-dire on étudie ensemble des séquences et on regarde comment fait le collègue. On essaye de concevoir des leçons ensemble et après on les expérimente. Donc on peut apprendre par ce biais-là, à travers l'autre, à travers les séquences. Et je pense que les parents aussi, ils peuvent avoir un rôle à jouer, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'inscrivent pour, après la classe, comment on fait pour apprendre une leçon? Quels sont les liens qu'on pourrait élaborer avec les familles pour avoir une pédagogie après la classe aussi, c'est-à-dire comment on fait pour apprendre une leçon, comment on fait, et puis même pour avoir des rudiments d'informations sur la sécurité sur Internet, travailler ensemble, je pense que ça peut se concevoir. Une coéducation avec les parents peut aussi être prévue. Absolument, c'est très utile. Merci, merci Idriss. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien, merci. 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 Autre question ou remarque ou apport que vous souhaitez faire? Des références? Damien, tu nous as mis des références. Régine? Oui, Régine. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est passionnant. Moi, j'avais une question sur la coopération entre élèves, entre pairs, du coup, parce que c'est encore peu développé, en tout cas en France, de ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous avez des expériences intéressantes dans ce domaine à partager? Est-ce qu'il y a des... Voilà, enfin, je pense à ça parce que mon fils de 7 ans récemment, qui voulait aider sa voisine qui avait un problème pour comprendre, la maîtresse est venue en lui disant c'est pas à toi d'expliquer, c'est pas à toi d'aider. Alors, on a des expériences qui sont visibles par rapport, on va dire, à l'entraide et au tutorat dans les classes. On a même aussi des outils qui apprennent à s'entraider. Je ne sais pas si vous connaissez le tétra-aide. Tétra-aide. C'est un objet qu'on peut voir, j'en ai fait une description au Maroc, c'est-à-dire que cet objet-là, à un moment donné, en classe, il nous permet de voir déjà qui n'a pas compris, qui peut aider l'autre. Et on a une vision du tuteur possible. Moi, quand j'étais enseignante, j'avais 3 niveaux.
ça allait de 8 ans jusqu'à 12 ans. On pouvait avoir un grand, entre guillemets, du CM2 qui pouvait aider un élève du CE2. Je pense que le tutorat entre élèves est possible, mais il faut aussi qu'on crée les moments et les conditions. Parce que si l'élève n'a pas le droit de se déplacer, s'il n'a pas le droit de faire des déplacements, donc il faut créer les moments où un élève peut aussi aider un autre, par exemple. Ça peut être aussi des entraides à distance. Quand on a les cours à distance pendant la période de pandémie, si on a les bons appareils d'ordinateur et si on a le logiciel adéquat, on peut imaginer qu'à un moment donné, on analyse les erreurs. On regarde ensemble et il y a quelqu'un qui vient aider. Soit c'est un groupe qui regarde l'erreur et on regarde ensemble, on essaie de comprendre pourquoi c'est pas juste, on améliore. Ou alors, ça pourrait être un tutorat externe. On pourrait imaginer des tuteurs, je ne sais pas moi, des étudiants. Nous avons dans la région du Grand Est un dispositif où les étudiants de l'université qui apportent des aides aux devoirs, par exemple, ou des aides pour comprendre certains exercices. Donc, on a des dispositifs existants, mais ce n'est pas généralisé. Vous aimeriez quel style d'aide? Non, des méthodes, effectivement, je crois que j'ai entendu parler du tétra-aide, mais voilà, juste comme ça, je vais me renseigner. Moi, j'ai souvenir d'une expérience comme ça où dans la classe, il y avait systématiquement une table où allaient les enfants qui n'avaient pas bien compris et ceux qui avaient envie d'expliquer. Et donc, comme ça tournait. Donc, c'était pas du tout. Enfin, c'était très bienveillant, quoi. C'était très Oui, didactique. Et l'enseignant venait aussi oui, apporter des compléments, mais là-bas, c'était l'entraide c'est une bonne idée. entre élèves avec voilà, et possibilité de demander à l'adulte si vraiment on bute, mais effectivement, c'est plus dans cet objectif d'exploration collective déjà entre enfants aussi, ce qui donne aussi, qui renforce la confiance et dans le Oui. travail collectif et pour chaque enfant individuellement. Mais je pense qu'entre élèves, ils peuvent vraiment s'entraider. Ils peuvent s'entraider. Ce qui me semble entendre dans votre dialogue, si je puisse me permettre, Régine et Michel, c'est qu'il y a des solutions. Ce qui est important que le système permette, donne l'espace et le cadre, le temps pour que ces diverses possibilités puissent avoir lieu. Oui. Et je pense que dans la construction d'une séquence, il ne faut pas laisser échapper les élèves qui n'ont pas compris. C'est trop facile de tourner la page d'un livre pour continuer le programme, je caricature. Il faut rebondir sur les erreurs et avoir un temps de correction. C'est-à-dire, quand je dis correction, ça veut pas dire qu'on punit. Correction, ça veut dire on corrige, c'est-à-dire on s'améliore et on essaye de faire juste et de comprendre pourquoi on a fait faux. Merci Régine. Merci Michel pour tes réponses. Merci Régine. Est-ce que c'est bon pour toi? Super. Autre question? Et attendez, j'ai juste encore quelque chose à dire. Vas-y, Il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'ordinateur qui peut aussi apporter des gammes et des exercices complémentaires avec une analyse des erreurs. On a par exemple certains logiciels qui sont intéressants. Ça peut être un correcteur orthographique qui souligne l'erreur et ça peut être une aide aussi pour, je ne sais pas moi, pour se corriger une erreur en orthographe. Merci. Donc, le numérique peut aussi aider. Super rapport. Effectivement, on a un bon rappel qu'il y a
le numérique aussi aujourd'hui est une grande aide pour les enseignants. Merci Michel, merci Régine. Est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question? Ou apport, remarque? Ok, j'ai une remarque. Donc, je suis enseignant et donc, moi, je fais de l'entraide dans mes cours. C'est des classes de BTS et ça se voit, ce que disait Régine, qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire ça. Donc, c'est vraiment compliqué de les pousser à faire ça. Pareil, pour faire de la co-construction de cours avec eux, c'est assez compliqué parce qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de ça. Donc, c'est ce type de pédagogie, oui, n'est pas encore très répandu, mais c'est quand même quelque chose qui… Il y a plein de travaux, d'études qui montrent que c'est intéressant. La zone proximale de développement, par exemple, c'est un concept qui est assez connu et qui disent simplement qu'être avec quelqu'un a priori plus fort, qui connaît mieux, ça permet d'apprendre. Et donc, c'est vraiment un concept qui… Enfin, l'entraide, en tout cas, c'est quelque chose qui va avoir tendance à aller de plus en plus. Ça, j'en suis persuadé. Merci. C'est vraiment une bonne entrée. Ça valorise tout le monde. Parce que celui qui enseigne, celui qui fait le tutorat, il apprend aussi. Voilà, exactement. Le fait de reformuler. Oui. Tout à fait. Qu'en pensez-vous de remplacer le mot erreur par expérience? Oui, ça va ensemble. Ça commence pareil, Oui, par un E. du On peut avoir des expériences qui coup, il y aura- réussissent et du coup, d'autres il qui y ne aura- réussissent pas. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre les erreurs. oui, dans l'expérience, il y a l'erreur. Je voudrais juste intervenir un peu par rapport à ce que tu dis, Jean, sur ces méthodes qui sont bénéfiques, mais c'est très dur. C'est peut-être pour ça, et vous me dites, Michel et Jean, si ce que je dis est juste, parce que moi, je ne suis pas enseignante, c'est peut-être pour ça qu'il est important de les amener dès le plus jeune âge. Là où les élèves peuvent être plus… Enfin, ça peut être plus facile pour eux d'entrer dans cette dynamique que plus tard. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis totalement d'accord. En fait, c'est quand même présent dans les programmes de base en sciences, par exemple. Il y a de l'entraide qui est faite, du travail de groupe, d'équipe. Donc, il y a quand même déjà ça. Mais là, dernièrement, comme je m'intéresse aux jeux, dans l'agilité, il y a beaucoup ça, ouais. Et c'est un truc qui a été un peu enlevé ces derniers temps en France, c'est le jeu dans les toutes petites classes en maternelle. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui permet de l'entraide, de la socialisation, de l'interaction. Et donc, il y a peut-être des choses, oui, pour permettre plus cette collaboration, cette entraide. Je pense que le jeu, il faut bien qu'on se rende compte que le jeu, en fait, à l'école, on ne joue pas pour jouer. Il faut toujours avoir en tête qu'on joue pour apprendre. Ça veut dire qu'à un moment donné dans le jeu, il faut toujours prendre un temps, un sprint, excusez-moi l'expression, je souris, un temps pour faire le débriefing, c'est-à-dire on regarde ensemble ce qu'on a appris. Et ça me paraît vital parce que jouer pour jouer, il y a des limites. Il faut vraiment prendre en compte la dimension du jeu pour apprendre et arriver à synthétiser et formuler par l'élève ce moment de ce qu'on a appris ensemble et puis ce que chacun a pu apprendre. Et ce temps-là, il mérite vraiment une existence parce qu'on l'oublie parfois. Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Non seulement il faut réfléchir, mais il faut donner l'objectif dès le début du jeu. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant ce jeu? Tout à fait d'accord. C'est fondamental en maternelle, parce que l'enfant, il doit savoir où il va aller. Et donc, on doit leur dire, on va faire ce jeu pour apprendre telle chose. Oui. Parce que sinon, on a l'effet zapping. Vous voyez,
Et je pense que par rapport aux parents, parce qu'on abordait la question des parents, ça serait intéressant qu'eux aussi soient conscients. Parce qu'on peut jouer dans la cuisine, on peut jouer à la maison, on peut faire plein de choses, mais qu'ils soient aussi vigilants. Parce que les parents, ils sont aussi là pour aider à apprendre. Et je pense que cette construction de situation, elle est aussi valable pour les parents. Merci beaucoup, Michel. Merci aussi, Catherine et Jean, pour vos apports qui sont tellement importants. C'est 19h03. Et à moins qu'il y ait un apport qui est vraiment, vraiment très, très important pour vous, je voulais tenir la promesse de finir à temps. Et moi, je retiens ce cadeau de l'apprentissage par le jeu en tenant en but, en amélioration continue. C'est ce que je retiens de cette dernière discussion. Michel, Jean. Donc, si quelqu'un a quelque chose qui vraiment tient à cœur d'entre vous qui veut ajouter. Je veux bien ajouter juste une dernière chose, c'est Marie-France qui parle, merci à toutes et à tous. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que je trouve ça super important, aussi bien par rapport à notre enseignement scolaire qu'on a tous suivi, de comprendre pourquoi on apprend les choses. C'est quelque chose je trouve qu'on a perdu de vue toutes ces dernières années dans la construction scolaire, en tout cas. Moi, c'est des choses que je réalise après, j'ai 4 enfants et en fait, c'est une construction que je fais beaucoup avec eux mais pourquoi tu apprends ça? À quoi ça va te servir? Oui. Et je trouve qu'on passe à côté de pas mal de choses en oubliant d'aborder l'essentiel du pourquoi en fait on nous demande de faire genre les maths par exemple. Rétrospectivement, il y a plein de choses. Personnellement, je ne sais pas pourquoi je les ai apprises ou en tout cas, j'en prends la mesure que maintenant. Donc voilà, je trouvais ça. Je voulais juste ajouter ce petit élément. Je vous remercie. Oui, il faut porter du sens. Et je dirais pour les élèves et pour les enseignants aussi. Je disais qu'une formation, elle sera efficace que s'il y a du sens derrière. Pourquoi est-ce que je pars en formation? À quoi ça va me servir? C'est à peu près pareil. Et le rôle de l'école, c'est d'apporter du sens. Merci Michel sur ces paroles tellement importantes sur le sens de l'apprentissage et le plaisir d'apporter du sens dans notre apprentissage ou peut-être trouver le plaisir de l'apprentissage par le sens. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Merci d'être restés avec nous. Restez en contact sur le Meetup. Il y aura d'autres interviews. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Bon appétit et très, très belle semaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À tous. Au revoir.